ABK Matin, l'interview. Le docteur Yambé Timba est en ligne, comme tous les lundis, et il échange avec Sidonie Fekak autour de la prorogation du mandat, j'ai failli dire prolongation du mandat des députés. Bonjour docteur Yambé Timba, bon début de semaine et merci d'être sur ABK Matin. Ça fait du bien d'être sur ABK Matin et surtout d'être à Douala au Cameroun. Bonjour à ceux qui sont en studio avec vous et un bonjour particulier à ceux qui nous écoutent ce matin. La proposition de loi visant la prorogation du mandat des députés à l'Assemblée nationale a été soumise pour une éventuelle approbation. Est-ce qu'il fallait s'y attendre, docteur Yambé Timba? Non, pas du tout. Ces élections sont prévues depuis 7 ans pour la présidentielle et 5 ans par là pour toutes les autres. Donc, il n'y a aucune raison de s'attendre à ce qu'on reporte des élections. On n'a pas à reporter des élections. La Chine, les États-Unis, la Russie, l'Inde ou le Brésil, le Canada ne reportent pas les élections. Nous devons nous ajuster au niveau des pays les plus importants du monde et donc on n'a pas à reporter les élections. Et ça fait partie des petites choses qui montrent que nous avons ce qu'on appelle un management de qualité. Mais imaginez si M. Kouamouo passait tout le temps à reporter notre émission. Il n'existerait plus. Donc si les gens ne veulent plus qu'il y ait d'élections au Cameroun, qu'ils nous disent qu'ils ne veulent plus qu'il y ait d'élections, c'est beaucoup plus simple. Les reports, il y en a trop. Depuis le début du 21e siècle, il y en a déjà, je crois, 3 ou 4. C'est trop en un quart de siècle. C'est trop de reports. Ça veut dire qu'en un quart de siècle, on n'a pas été capable de mettre en place une planification de qualité qui permet de gérer les élections alors qu'elles n'ont pas lieu toutes les 2 semaines. Elles ont lieu quand même des échéances de 5 ans, de 7 ans, des choses comme ça. L'argument mis en avant, Dr Yambé Timba, ici, ce sont les tensions de trésorerie qui ne pourraient pas faciliter l'organisation de ces élections. Ça pourrait peser pour le budget du Cameroun et Dieu seul sait la situation économique actuelle de notre pays. Non, c'est un faux débat. Elle va sérieux. La première chose, on peut pas opposer. Mais attendez, les élections, l'Assemblée nationale, c'est une institution extraordinaire. Hein? C'est quand même l'une des institutions les plus fortes du pays. C'est le pouvoir législatif. Vous ne pouvez pas vous amuser à dire que vous n'avez pas d'argent pour organiser les élections législatives. Ça veut dire que l'institution par laquelle entre les projets de loi ou entre les projets de loi et les propositions de loi de votre pays, c'est-à-dire que même ce que le président a le droit de faire ou de ne pas faire, ce sont des choses qui doivent d'abord être adoptées par l'Assemblée nationale. Ce que vous et moi, nous devons faire, nous appelons ça de la question du permis et du défendu dans notre pays, la question des règlements dans notre pays et des lois, etc. On est en train de dire que l'institution qui doit les faire n'est pas importante. Et on peut reporter son élection. C'est quelle histoire? On ne peut pas se permettre ce genre de choses. Si on veut avoir une certaine qualité de gestion, présenter une certaine qualité de gestion du pays, ce n'est pas possible. L'Assemblée nationale a élection, les députés sont élus tous les 5 ans. Pendant 5 ans, vous avez largement le temps de faire des provisions pour pouvoir gérer ça. Ne m'apportez pas l'argument de la rareté des ressources financières. Je sais, moi, que le pays est en ce moment en récession économique. Mais ce n'est pas une raison pour qu'on reporte les élections législatives, ni quelques autres élections d'ailleurs. La fréquence de ces élections est assez longue pour que le pays puisse faire des provisions régulièrement. Et pendant qu'on y est, parce qu'ils disent que le calendrier électoral est surchargé, on a 4 élections la même année, ça coûte cher. Non, ça montre que c'est géré de manière incompétente. Docteur Yambé Timba, il pourrait dire que justifier peut-être ces difficultés économiques par le fait qu'il y ait eu cette crise de l'Ukraine qui a eu un impact sur l'économie du Cameroun, le coronavirus qui a eu également son impact sur l'économie du Cameroun. Ça, c'était pas prévu. Ça a empêché que les gens détournent l'argent pendant toutes ces années.
Ça a empêché que les gens détournent l'argent du pays pendant toutes ces années. Ce qu'on a détourné là, ne peut pas payer les élections. N'écoutons pas, faut pas écouter ce que les gens vous racontent, gratter un peu et regarder ce qui est sous la couche. Est-ce que les gens, les faux projets que les gens ont fait là, qui sont pas achevés, dans lesquels tous les jours, regardez la presse, vous êtes les journalistes, vous parlez de quoi le plus souvent? De détournement de fonds. Donc les gens détournent l'argent et après viennent vous raconter que l'État n'a pas d'argent. C'est quelle histoire ça? Ça n'a pas dit ça, il ne faut pas nous mettre dans ce genre, il ne faut pas manipuler le peuple comme si on était des gamins et on ne comprend pas où vous allez. Non, pas du tout, il ne faut pas dire ça. Et puis l'autre chose, vous estimez qu'il y a 4 élections différentes. Vous avez tout un ministère de la planification, son boulot c'est de faire de la planification. Et dans tous les ministères, il y en a peut-être, je ne sais pas moi, il y en a des dizaines. Il y a des planificateurs. À la présidence, il y en a. À la primature, il y en a. Au consupélat, il y en a. Donc, toute cette armée de planificateurs, 180 députés, 100 sénateurs, je ne sais pas si c'est 50 ou 60 ministres, les conseillers techniques, les inspecteurs généraux, les chargés d'études, tout ce monde-là, il y a peut-être une soixantaine de secrétaires généraux aussi, tous ces gens-là, personne n'a pensé qu'on pouvait synchroniser ces élections-là. Puisqu'il y en a 4, on ne peut pas les synchroniser. Et ça va coûter beaucoup moins cher que n'importe laquelle de ces élections. Pourquoi? Parce que si vous les synchronisez, vous faites le bulletin unique pour les 4 élections. Vous faites juste une feuille de papier et sur chaque feuille de papier, vous avez les élections vous avez les 4 élections. Ça va donc vous coûter beaucoup moins cher que vos histoires que vous organisez là avec autant de bulletins qu'il y a de candidats. Et vous dites qu'il vous manque des ressources humaines. Purée, il y a des centaines de milliers d'étudiants dans ce pays qui ne foutent rien. Ils vont aller en vacances là tout à l'heure. Vous ne pouviez pas vous organiser pour qu'ils vous aident. Ils ont besoin d'être formés, Dr Yambé Tchimba, d'être déployés dans leurs différentes bureaux, dans leurs différentes circonscriptions pour superviser justement et contrôler ces élections. Ça demande de l'argent, ce déploiement. Madame Fikak. Oui, Dr Yambé Tchimba. Ils vont faire un déploiement ils disent qu'au moins l'élection présidentielle aura lieu, non? Oui, docteur. Mais je suis en train de vous dire que si vous organisez les 4 élections selon le modèle que je donne, ça va vous coûter moins cher que l'organisation de l'élection présidentielle qu'ils envisagent. C'est de ça que je suis en train de vous dire. Ça va leur coûter moins cher. Le problème qu'ils ont, c'est justement qu'ils ne veulent pas impliquer le peuple dans l'organisation des élections. Mais si vous décidez d'impliquer le peuple parce que c'est l'affaire du peuple, c'est le peuple qui vote, ce n'est pas vous seul en tout cas. Vous prenez les étudiants. J'ai eu la chance en 2002 d'être observateur au NEL. Ça ne vous demande pas, c'est pas une formation de 10 ans qu'il vous faut pour savoir, pour qu'un type vienne vous vérifier son identification, vous lui faites mettre les caches, comment on appelle ça, l'encre, oui. Et vous lui demandez de prendre les bulletins, il va dans l'urne, il revient. Ça vous demande quelle formation? Même des enfants de 6e peuvent gérer ça. Je rappelle que les enfants de 6e font les élections de leur chef de classe. Des enfants de classe de 6e. On est là au Cameroun avec des gens qui dirigent un pays. Ils disent qu'ils ne peuvent pas organiser une petite élection législative et municipale et présidentielle et tout ça là en même temps. C'est quelle histoire? Vous synchronisez toutes les élections. Ça se passe le même jour. Vous prenez les étudiants. Ils prennent souvent les étudiants pour faire les recensements, non? Les recensements de la population du Bucrep qui fait ça. Est-ce que ce sont les étudiants? Oui. Donc vous prenez les étudiants, vous créez les bureaux de vote. Il y en a, la dernière fois, il y en avait 25 300, je crois, quelque chose comme ça. Oui. Vous l'impliquez, vous mettez les étudiants là-bas, il y en a des centaines de milliers. Ça veut dire que vous pouvez donc prendre, si vous avez au Cameroun 200, 300 000, 400 000 étudiants, mais si vous avez 25 300 bureaux de vote, vous prenez 10 étudiants que vous mettez dans chaque bureau de vote. L'avantage, c'est que vous avez au moins une université privée dans chaque région. Donc vous allez chercher les étudiants de la région. Vous ne déplacez pas les étudiants de Douala à Maroua ou de Maroua à Ibolova. Vous prenez les étudiants de la région, c'est eux qui font le travail sur place dans cette région-là. Maintenant, les gens de Elecam supervisent le processus normalement. C'est tout. Le grand avantage de ce truc, et c'est pour ça que cette solution que je propose risque de ne pas être retenue, c'est qu'à ce moment-là, vous formez des Camerounais qui vont gérer les élections dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, la gestion des élections, c'est comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est comme s'il faut, je ne sais pas trop quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Mais dans les tontines, au quartier, tout le monde organise des élections. C'est quoi cette histoire où on fait comme si organiser les élections était si complexe que ça? Le problème, c'est la planification. C'est peut-être le niveau stratégique, c'est-à-dire la conception stratégique de ces élections qui fait problème parce que c'est là où on sent qu'il n'y a pas de vraies compétences. Or, si on avait de vraies compétences à ce niveau-là, on aurait synchronisé cette élection, on aurait fait le bulletin unique pour les 4 élections. Si vous avez une feuille de format A4, vous pouvez faire 4 colonnes. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans, madame?
faire 4 colonnes sur une feuille. Bon, on suppose que pour l'élection présidentielle, c'est davantage délicat pour que des dispositions spéciales soient prises pour organiser et superviser ces élections, acheminer même une fois que l'élection sera terminée, les différents bulletins de vote, procès-verbaux et tout ce qui va avec. Madame, vraiment, si Elecam, le MINAC, la présidence ont besoin que je les aide, je vais les aider. Ils vont faire ce truc, ça va leur coûter 2 francs. Il faut qu'ils arrêtent il faut pas enfumer les gens. S'ils veulent, je les aide. Je trouve un petit groupe de gars avec lesquels je vais faire une blockchain en 6 mois. Ils vont payer quand même ça parce qu'ils payent des logiciels de tout et n'importe quoi là et ils les payent à des milliards. Donc, ils vont payer. Je trouve une petite équipe de 10 ingénieurs. On fait une blockchain. Je leur fais une charte de projet, comment gérer les 4 élections en même temps. L'avantage, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas besoin d'acheminer quoi que ce soit. Il faut arrêter de faire les choses du Moyen-Âge. Chaque bureau de vote, quel que soit l'endroit où vous serez dans le pays, aura la capacité de transmettre ces élections, d'enregistrer ces élections sur la blockchain. Ça veut dire quoi? La blockchain, l'avantage, c'est qu'on ne peut pas la modifier. Oui. Ce qui veut dire que la consolidation des résultats va se faire en 1 heure après les élections, à la clôture des bureaux de vote maximum. 1 heure, 2 heures. Vous avez les élections, les résultats au niveau national. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué là-dedans? Ce qui rend l'histoire compliquée, c'est que vous voulez transporter les PV partout dans le pays et tout ça, et personne ne sait entre le moment où vous les prenez dans les bureaux de vote et le moment où ça va atterrir au Conseil constitutionnel. Personne ne sait ce qui va se passer. C'est ça qui fait problème. Et nous, on peut leur proposer avec la technologie que ça n'arrive plus. Comme ça, les sous-préfets vont se reposer. Ils n'ont plus besoin de se balader partout. Ils risquent de faire des accidents. On n'a pas beaucoup de bonnes routes. Il faut protéger nos sous-préfets. C'est quand même des gens qui nous ont coûté cher dont la formation nous a coûté cher. Donc, on n'a pas besoin de les déplacer. Et puis, les autres chargés de mission, vous voyez les coûts que je suis en train de vous dire qu'on n'aura pas. Oui. Donc, si vous organisez tel que nous on le pense, en intégrant la blockchain, en faisant un bulletin unique, en synchronisant les élections, ça va vous coûter beaucoup moins cher que l'organisation d'une seule élection présidentielle. Ça va vous coûter beaucoup moins cher, ça va se passer beaucoup plus vite, il y aura moins de contestation, il n'y aura pratiquement même pas de contestation, il n'y aura pas de crise post-électorale, parce que j'ai bien entendu que le ministre de l'administration territoriale redoutait une crise post-électorale. Il n'y en aura pas. Et ensuite, vous aurez de la vraie opinion, le vrai choix du peuple. Parce que personne ne pourra modifier ce qui s'est fait dans les bureaux de vote. Personne ne pourra le manipuler. Personne ne pourra le contester puisque le comptage se fait en public. Et ça va vous coûter beaucoup moins cher parce que vous aurez un seul bulletin pour 4 élections. Alors que là, vous voulez faire l'élection présidentielle, il y aura un bulletin pour chaque candidat. Ça coûte cher en imprimerie et en transport. Oui. Que pensez-vous de les élections législatives? Oui. Vous aurez plusieurs bulletins. Vous aurez les élections municipales, plusieurs bulletins. Bon, les régionales, pas très. Donc tout ça, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que nous, on réduit ça à un seul bulletin. Donc on gagne de l'argent. Vous mettez des étudiants là, vous n'avez pas besoin de déplacer les sous-préfets partout dans la République et les préfets partout. Ça veut dire que ces gens restent dans leur bureau. Ils supervisent, ils suivent, ils peuvent descendre pour regarder ce qui se passe sur le terrain, mais ils ne sont pas là pour transporter ces choses-là. En plus, vous ne donnez pas une mauvaise image à la préfectorale. Un préfet, un sous-préfet, c'est un type quand même qui est important et qui a un travail délicat à faire. Donc vous évitez toutes les conditions qui vont faire que le peuple déteste les préfets et les sous-préfets. Vous leur permettez, vous les protégez. C'est important, vous les protégez. Donc, le système que nous, on propose à l'État, on leur fait une blockchain. Ils vont avoir un bulletin unique pour les 4 élections au même moment. Ils vont avoir les résultats dans les 2-3 heures qui suivent la fin des élections. On saura qui est conseiller municipal, qui est député, qui est président, qui est toute autre élection qui est organisée. Simple. Oui. Que pensez-vous? Oui, c'est simple comme bonjour, décrit comme vous le faites là, Dr Yambé Timba. Que pensez-vous de ceux qui pensent que, en fait, vous permettrez que je puisse me répéter que ce mandat député est prorogé simplement dans le but de recaler certains candidats de l'opposition du Cameroun? Laissez-moi les débats de bar des Camerounais. On a des problèmes de fond, ils sont dans les débats de bar. Mais c'est assez sérieux, Dr Yambé Timba. On a quand même des leaders politiques de l'opposition qui aspirent. Qui représentent quoi? Allons-y, puisque vous voulez qu'on en parle. Ils représentent quoi? Ils représentent une partie du peuple. Ils représentent une vision de certains Camerounais.
Vous parlez de qui? On a par exemple le professeur Maurice Kamto, qui est le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Il représente quoi? Il représente une partie des électeurs du Cameroun, parce qu'on sait qu'à la dernière élection présidentielle, il est arrivé deuxième. Et après, c'est un point. Et après, il a gagné quoi? Après, il a pensé qu'il pouvait ne pas se présenter à l'élection de 2020, les élections législatives et municipales. Madame, mais aujourd'hui, c'est son droit le plus absolu de vouloir... Peut-être faut-il demander au docteur Yambé ce qu'il ne représente pas. Il a l'air de vouloir dire qu'il ne représente pas grand-chose. Docteur Yambé Tchimba. Madame. Docteur Yambé, oui, allons-y. Je vais vous répondre. Vraiment, la politique... Hein, oui, docteur. Ce n'est pas ce que les gens disent qu'eux, ils sont. C'est ce qu'ils sont. Moi, je crois que le problème qui consiste au Cameroun à parler des individus nous éloigne de la vraie compréhension de notre pays. Et c'est ça qui crée l'agressivité dans nos analyses politiques et qui crée l'agressivité dans la gestion même de la politique. C'est-à-dire que vous voyez un gouvernement, un ministre d'un gouvernement, un ministre qui peut se focaliser pour railler certaines personnes. C'est parce qu'au lieu de régler les problèmes de l'État, les problèmes du peuple, on s'occupe des individus. Mais est-ce qu'il y a un seul individu au Cameroun qui n'a pas le droit de diriger ce pays? Il y en a un seul? Tout le monde peut le diriger. Non, mais pourquoi est-ce qu'on focalise sur les individus? Je crois que c'est un faux débat. Le plus important aujourd'hui, ce n'est pas de dire qu'on fait... Et vous voyez que tout ça, c'est pour ça que je passe le temps à vous dire que les ojulatistes qui dirigent notre pays, là, ils ont un sérieux problème. Ils dirigent tout, sauf le pays. Eux, ils dirigent autre chose. Ils ne dirigent pas le pays n'a pas à s'occuper, le gouvernement n'a pas à s'occuper d'un individu. Le gouvernement a à s'occuper du peuple. Même si l'individu, dans un discours, essaye de prendre des positions qui semblent menacer la sécurité de l'État, est-ce que le ministre ne doit pas faire une sortie pour essayer de recadrer les choses? Non, il perd le temps. Si quelqu'un enfreint la loi, mais c'est pas possible, il y a des lois. Mais vraiment, je comprends pas comment on dirait qu'on fonctionne au quartier ici. Mais on n'est pas au quartier, on est dans une république. Un type enfreint la loi. Vous menacez le pays d'insécurité ou je ne sais pas de trop quoi. Il y a des lois pour ça. Il y a des lois qui gèrent ce genre de situation. Pourquoi est-ce qu'on est là à nous fatiguer là, du matin au soir? C'est quoi? C'est une stratégie de promotion de certaines personnes ou quoi? Si un type a menacé la République, il y a des lois qui permettent de gérer cette situation. Vous appliquez la loi. Et le gouvernement est l'exécutif. Ça fait partie du pouvoir exécutif. Ça veut dire que vous êtes là pour exécuter. Donc vous exécutez la loi. Vous ne fatiguez pas la planète. Vous ne prenez pas le temps de nos réunions publiques, de nos réunions officielles ou les ressources de l'État pour commencer à railler un individu ou pour commencer comment on dit ça, à vous occuper d'une personne alors que vous avez 30 millions d'autres qui souffrent. Vous êtes là pour vous appliquer la loi. Si quelqu'un a menacé la République, personne n'a le droit de menacer son pays de quoi que ce soit. Vous appliquez la loi. Si vous constatez que il n'est pas allé jusque-là, il n'a pas menacé le pays, il a peut-être mis une opinion qui est acceptable sur le plan politique. Oui. Mais vous répondez par des solutions. C'est pour ça qu'un gouvernement existe. Un gouvernement n'existe pas pour répondre à tout et à n'importe quoi. Dans mon dernier livre, j'ai une phrase que j'utilise souvent et qui est très bizarre parce que j'étais assis et j'écrivais ce jour-là devant une émission de télévision et je me suis rendu compte que tous les gouvernements d'Afrique subsaharienne communique comme ça. Et j'estime qu'il communique comme un père. C'est-à-dire un truc qui sort comme ça là et qui est nauséabond. Les gens veulent juste évacuer quelque chose. Non. Un gouvernement, c'est sérieux. Vous n'avez pas à vous occuper d'un individu. Un individu, s'il enfreint la loi, s'il dit quelque chose qui enfreint la loi, vous exécutez la loi. Si cette personne dit quelque chose qui interpelle, vous trouvez une solution. C'est à ça qu'un gouvernement est fait. Un gouvernement n'est pas là pour avoir des sentiments ou pour menacer une personne. Non, un gouvernement ne peut pas se permettre ça. Si vous commencez à menacer une personne, on va faire 30 millions de gouvernements pour menacer 30 millions de citoyens. Ce n'est pas sérieux. Donc, ce que je pense, moi, c'est que la question fondamentale du report de ces élections, ce n'est pas dans qui est menacé ou qui est bloqué, non. La question fondamentale, c'est la gestion incompétente du pays par ceux qui sont responsables de l'organisation de ces élections. Et cette gestion incompétente va faire que ça va nous coûter beaucoup plus cher. On reporte les élections, ça va nous coûter cher. On a des députés dont le mandat est prolongé, il faut les payer. Oui. Mais pourquoi on paye des gens? Sur le plan financier, ça veut dire que nous perdons de l'argent.
Et ça fait partie des petits éléments qui sont à l'origine de notre récession économique actuelle. Et nous devons mettre fin à ça, surtout que nous avons la possibilité, au niveau de la réflexion stratégique, d'avoir une solution qui est simple. Vous synchronisez les élections, vous faites un bulletin unique, vous mettez une blockchain pour la gestion des élections vous mettez en place une blockchain pour la gestion des élections. Le problème est réglé. Je dis encore au gouvernement, les élections ou la gestion du pays n'est pas une affaire personnelle. C'est pas pour une personne ou pour quelqu'un ou pour un groupe. S'ils ont besoin d'aide, demain, gratuitement, je ne leur demande pas de me payer. Je leur forme, je leur donne un charte de projet, je leur mets en place une équipe qui fait la blockchain. Dans cette charte de projet, j'explique comment la blockchain fonctionne et j'explique comment ils vont synchroniser l'élection et comment, avec des arguments à la fois juridiques et techniques et économiques. Il faut que les gens arrêtent de faire comme si pour gérer ce pays, il faudrait que ce soit les Martiens qui viennent le faire. Il faut quand même qu'on se décarcasse un peu pour ce pays. Ce pays-là, il y a des gens ici qui ont tout eu grâce à ce pays. Quand vous avez été distingué pour être ministre, il y a 30 millions de Camerounais. Parmi 30 millions, vous êtes quand même ministre. Ça veut dire que vous avez été distingué. Et donc, vous devez pouvoir mouiller le maillot. Vous n'avez aucun problème. Vous n'avez pas le problème des gars qui conduisent le Benzkin quand même. Vous n'avez pas le problème des dames qui vendent au bord de la route, au marché. Vous n'avez pas le problème des étudiants qui parfois n'ont pas de quoi manger, ils ont le ventre vide. Oui. Donc, vous devez quand même mouiller un peu le maillot. Vous ne pouvez pas vous amuser avec des solutions faciles comme celle-là. C'est-à-dire que les gens se demandent, mais est-ce qu'ils ont même pris la peine de réfléchir sur ce truc-là pendant 2 ans? Et si vous vous enfermez dans vos petites manies politicienne, parce que là vous soulevez un problème qui est totalement, à mon avis, qui n'a pas d'intérêt quand on est sur la réflexion stratégique. Si vous êtes dans vos manies politiciennes pour vos bagarres personnelles avec un certain nombre de personnes, mais là vous êtes en train de détruire la République. Vous détruisez la République, vous détruisez le pays. La République ne vit pas sur les valeurs morales, la République vit sur des principes. Et le premier de ces principes, c'est que la République doit être juste. La République doit être compétente, la République doit avoir posé des actions de qualité. Ce n'est pas une histoire de plaire ou de ne pas plaire. On n'est pas là pour plaire à vous parler du président du MRC. J'ai entendu le ministre parler du président du PCRN aussi. On n'est pas là pour... Et de l'honorable Jean-Michel Nithieu également. On ne va pas être là pour parler des gens alors qu'il faut parler des idées. Quelles sont vos idées pour la gestion, pour que le pays se développe, pour que le pays soit en paix? Lui, peut-être, vous accusez un certain ou certaines personnes de menacer de mettre le pays à feu et à sang. Vous proposez quelle solution pendant qu'on y est pour que le pays soit en paix? Proposez quoi? Parce que le tout n'est pas là. Ces gens-là, si vous estimez que leurs menaces enfreignent la loi, mais vous, l'un, je crois, il est député, l'autre, vous dites que l'autre est qu'un professeur de droit. Donc, vous les confrontez à la loi. Mais maintenant, vous avez fait quoi pour que le pays soit en paix? Pour être exactement le contraire, pour faire le contraire de ce qu'eux ils disent. Vous avez fait quoi? Vous êtes en train de reporter des élections alors qu'on peut synchroniser 4 élections et faire 5. Vous êtes en train de dire que vous n'avez pas d'argent alors qu'il y a plein de détournements de fonds dans le système, dans votre écosystème de la fonction publique. Vous êtes en train de dire que vous n'avez pas assez de ressources humaines pour gérer une élection. Vous avez une armée de centaines de milliers d'étudiants qui demandent simplement que vous leur appreniez à gérer, que vous commencez à les impliquer progressivement dans la gestion du pays. À la fin, votre problème même, c'est quoi exactement? C'est la question que beaucoup de Camerounais se posent exactement comme vous. Vous avez des milliers de milliards de francs CFA au trésor français. C'est-à-dire que pendant que vous criez au Cameroun qu'il n'y a pas d'argent, la CEMAC a 4 751 milliards de francs CFA au trésor français, à peu près 8 milliards d'euros, qui vont permettre à la France d'emprunter 80 milliards d'euros sur le marché financier international. 80 milliards d'euros, c'est l'équivalent du PIB de toute la CEMAC. Mais vous criez que vous n'avez pas d'argent. Mais attends, quel est votre problème à la fin? Docteur Yambé Tchimba, pour sortir de l'entretien de ce matin, s'il vous était donné de noter les députés à l'Assemblée nationale qui sont en train de voir leur mandat être sans doute prorogé, qu'est-ce que vous donnerez comme note? Est-ce que vous êtes jusqu'ici satisfait de ce qu'ils ont eu à accomplir durant leur mandat? Ou alors vous avez des choses que vous leur reprochez? Non, je pense que la grande majorité de nos députés ne savent pas ce que c'est qu'un député. En fait, ils pensent qu'ils sont des employés. Et donc, quand vous êtes un employé, vous ne faites pas n'importe quoi. Vous attendez votre salaire à la fin du mois. Donc, vous faites ce que le patron vous dit. Mais un député, ce n'est pas ça. Un député, c'est un élu. Ça veut dire que le peuple vous a choisi. Et dans ce pays, je vois des députés qui s'abaissent devant des ministres. C'est scandaleux. Je vois un député des députés n'arrivent pas à parler à des préfets, à des sous-préfets, à des gouverneurs, à des ministres, à des directeurs généraux d'entreprise. Mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un député. C'est un élu de la nation, monsieur.
C'est le peuple qui vous a choisi et c'est le peuple qui paye tout ce monde-là. Le seul élu qui est plus important que vous, c'est le président de la République. Et vous voyez justement l'astuce qui consiste à élire le président. C'est pour qu'il soit habité par, et qu'il soit habité par la légitimité et pour qu'il soit protégé par la légitimité populaire. Le député jouit de cette prérogative également. Le problème de nos gens qui sont des députés, des conseillers municipaux, des conseillers régionaux, des sénateurs chez nous, bon, ceux qui sont élus, pas forcément ceux qui sont nommés, c'est qu'ils ne croient pas à cette légitimité-là. Ils ne vivent pas cette légitimité. Peut-être aussi parce que c'est ce qui est. Certains arrivent à des postes de députés, même si ce sont des élections qui sont organisées. Parfois, on sait aussi comment ça peut se passer. Vous êtes arrivé à l'un des points que je voulais soulever. D'accord. Et donc, du coup, ces gens-là, malheureusement, il y a une raison pour laquelle ils ne se sentent pas investis de cette légitimité. Ils ne se sentent pas couverts par cette légitimité, habités par et cette légitimité, ils ne l'habitent pas. Parce que la plupart du temps, la manière dont ils deviennent députés est problématique. Or, un député, c'est un monsieur, je peux vous assurer, le jour où vous aurez un député, un seul député panafricaniste au Parlement du Cameroun, là, à l'Assemblée nationale, là, vous aurez l'impression qu'ils sont 200. Parce qu'il va faire bouger cette Assemblée nationale, elle va travailler. Les gens viennent là le matin, vous voyez que les gens arrivent à l'Assemblée nationale là, comme un petit balayeur qui arrive là, comme un petit employé, comme n'importe quel salarié dans une entreprise ou dans la fonction publique qui arrive là, qui on dit tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, c'est tout. Alors que le type est censé arriver là pour dire voici ce pourquoi le peuple m'a élu, messieurs, il faut qu'on mette ça dans les lois pour que le peuple soit satisfait. Il y en a qui ont parfois essayé, docteur Yambé Tchimba, on sait tous comment ça s'est passé. Non, quand nos députés n'essaient pas assez, la plupart du temps, ils sont dans des critiques. Combien de nos députés font des propositions de loi? Il n'y en a pas beaucoup. Madame, c'est-à-dire que les gens bavardent plus qu'ils n'agissent. Vous êtes député, ça veut dire que vous avez un mandat. Ce qui veut dire que vous devez agir, pas seulement bavarder, pas seulement parler. Parce que parfois, ils bavardent, la plupart du temps, ils parlent quand même. Il y a des travaux qui ont été bloqués à l'Assemblée nationale quelquefois parce qu'il fallait justement prendre en compte un certain nombre d'éléments, docteur Yambé Tchimba. Madame, si chaque année vous êtes un député, compte tenu de vos débats avec vos populations, vous déposez à chaque session 2, 3, 4 propositions de loi, vous imaginez l'impact que ça aura sur l'Assemblée? Demandez à la plupart des députés là qui disent que ouais, ils font leur travail, demandez-leur combien de projets de loi et de propositions de loi ils ont déjà déposé. Vous devez, les propositions de loi veulent dire que vous travaillez, vous avez un cabinet et que vous faites un certain boulot. Le problème, c'est qu'il n'y a pas ça. Les gens attendent les projets de loi que le gouvernement fait et après ils critiquent les projets de loi du gouvernement seulement. Vous êtes député, surtout ceux qui ont 3, 4 mandats là, vous avez déjà de l'expérience. Ça veut dire que quand vous devez pouvoir anticiper sur un certain nombre de choses, quand le gouvernement, vous savez qu'il y a un projet de loi en cours de rédaction, vous faites une contre-proposition de loi qui, elle, selon vous, prend plus en considération les attentes du peuple. Vous créez le débat. Si ces gens-là ne veulent pas faire passer ça, mais vous avez des voies de recours. Le pays n'appartient pas au gouvernement. La réalité aussi, c'est que au niveau de l'Assemblée nationale, la majorité est constituée des députés qui sont du parti au pouvoir, docteur Yambé Tchimba. Je vous dis que le jour où vous aurez un seul député panafricaniste et kamite à l'Assemblée, là, vous aurez l'impression qu'ils sont 200. Donc ça n'a rien à voir, c'est une excuse qui ne passe pas. Je vous dis que s'il y a 179 députés du RDPC ou de la majorité présidentielle et que vous avez un député panafricaniste, les 179 là, vous les entendez pleurer tous les jours dans les médias. Parce que ce gars va les mettre au travail. Le problème que les autres députés, là, ils ont là ce qu'on appelle l'opposition, c'est qu'ils ne font pas le boulot. Le gouvernement actuel, ceux qui dirigent le pays, la majorité présidentielle a échoué. Ils gèrent le pays de manière incompétente. Ça, on le comprend. Mais vous proposez quoi? Vous faites quoi? Et comme vous savez que le peuple est d'accord avec cette conclusion-là, avec ce constat, mais poussez le peuple. Faites des projets de loi. Amenez le peuple à vous défendre. Amenez le peuple à venir assister aux séances de l'Assemblée nationale. La plupart des gens ne savent même pas que le peuple a le droit d'aller assister à ces séances-là. Mais c'est un moyen de mettre la pression sur eux. Est-ce que vos députés vous ont déjà invité là-bas un jour? Non. Pourtant, c'est ouvert. Mais ils ne vous invitent même pas. Ça veut dire que je vous ai dit qu'il faut qu'ils agissent. Ils n'agissent pas. Ils parlent. Il s'agit d'agir et pas seulement de parler. Karl Marx disait
que les gens ont longtemps interprété le monde, il est temps de le transformer. Les philosophes, ils parlaient des philosophes, mais là, les députés de l'opposition ont longtemps interprété, ont longtemps critiqué la majorité présidentielle. Il est temps de transformer, il est temps d'agir et de transformer le pays. Voilà ce que je peux leur proposer. Docteur Yambé Timba, est-ce qu'on peut s'attendre pour les prochaines élections, peut-être législatives, municipales et même présidentielles, pourquoi pas, avoir un candidat qui sera le représentant des panafricanistes et des kémites? Il y en aura. Ils sont de plus en plus près. Nous en avons un certain nombre au Cameroun et je pense que les prochaines élections au Cameroun, les panafricanistes seront là. Ils vont animer le débat, ils vont élever la réflexion au niveau stratégique et ils vont, j'en suis certain, ils vont absolument influencer le vote des électeurs. Que les gens s'attendent à ça. Parce qu'il s'agit de libérer notre pays pour qu'il devienne vraiment indépendant. Il s'agit d'honorer ceux qui se sont battus pour pendant une guerre violente pendant laquelle nous avons perdu 3 à 4 millions de personnes, un génocide terrible de la France au Cameroun. Nous devons honorer ces gens-là en prenant le contrôle politique de ce pays. Il faut que les panafricanistes y arrivent pour le bien même de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, parce que les seules personnes capables de protéger ceux qui dirigent le pays aujourd'hui des Occidentaux qui risquent de leur faire la peau à tout moment, c'est que les panafricanistes arrivent au pouvoir. Parce que les panafricanistes sont les seuls qui vont fonder la gestion du pays sur la fraternité, sur le fait que nous sommes des Africains, nous sommes frères, sur le fait que nous avons les mêmes ancêtres, sur le fait que nous avons une conscience collective qui est le lien qui nous unit et qui est insécable et qui nous permet de nous soucier les uns les autres et pas seulement de nous soucier de nos ventres et de nos têtes. Ça, c'est ce que les panafricanistes feront et nous voulons inviter ceux qui veulent comprendre, veulent voir ce que les panafricanistes savent faire, d'assister à l'hommage mondial aux ancêtres qu'ils organisent du 14 au 19 juillet au club de Bepanda à Kamtel et ils verront que c'est une idéologie de paix. Il faut la paix entre nous. Il ne faut pas que nous nous insultions. Il ne faut pas que nous soyons là à nous crier dessus. Il faut que nous soyons concentrés à gérer notre pays. Il faut que nous comprenions que personne n'est parfait, que les gens peuvent faire des erreurs. J'ai entendu beaucoup de critiques contre le ministre Atangandji. Il faut savoir lui pardonner et lui parler pour qu'il puisse devenir meilleur. J'ai entendu beaucoup de choses qui sont dites sur le professeur Morikamto, sur l'honorable Kamra Libi, oui. L'honorable Jean-Michel Nietzsche, oui. Et sur le président de la République, Paul Biya, oui, sur oui. Le ministre Motazé et tous ces gens-là, apprenons à ne pas couper les têtes de nos frères. Le ministre des Sports également. Le ministre des Sports, le président de l'Africa Foot, tous ces gens-là. Nous devons apprendre à ne pas couper les têtes de nos frères. Parce que si nous faisons ça, nous faisons le jeu des Blancs. Ils continuent, des Occidentaux en tout cas, ils continuent à exploiter nos pays, à les piller. Je vous ai dit qu'avec nos réserves qui sont au Trésor de France, la France va emprunter 80 milliards d'euros sur les marchés mondiaux. Pendant ce temps, nos pays crient qu'ils n'ont pas de l'argent. Alors qu'on aurait pu, ces 80 milliards d'euros, c'est nous qui aurions dû les emprunter pour investir chez nous. Il n'y aurait donc pas eu de problème pour organiser les élections. Mais tout ça vient de quoi? Vient du fait que nous ne nous entendons pas. Personne ne sera parfait, personne ne sera un gestionnaire absolu. Il y aura des fautes de gestion, il y aura des difficultés de gestion. Nous devons les critiquer, les relever et les critiquer. Mais nous devons maintenir la cohésion entre nous. Nous devons maintenir la fraternité entre nous. Nous devons maintenir le dialogue entre nous. Nous devons maintenir la communauté africaine entre nous. Parce que c'est ça la base grâce à laquelle nous pourrons protéger tout le monde. Et nous pourrons nous projeter pour construire de la prospérité et de la puissance. Merci, Dr Yambé Timba, et surtout passez une très bonne semaine, qu'elle soit fructueuse. Merci pour cet entretien. Merci beaucoup. Passons-là sous le regard bienveillant de nos ancêtres lumineux. Amen. Le docteur Yambé Timba et Sidonie Fekak ce matin dans un entretien. Je suis sûr que si vous avez entendu dire Amen, vous ne vous serez pas encore séparés. Vous faites bien d'écouter Abeka Matin. Vous pouvez désormais suivre toutes nos émissions en live et en podcast via notre site internet www.abekaradioofficiel.com, mais aussi en téléchargeant notre application Abeka Radio Officiel sur Play Store et App Store.